Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Antoine Albo. Avec plus de 25 titres mondiaux en windsurf, Antoine est à 48 ans, le sportif français le plus titré. Il nous a accueillis chez lui, sur l'île de Ré, dans son atelier. Je dois avouer qu'en préparant cet épisode, j'étais un peu impressionné par le personnage de gros costaud du windsurf français. J'ai rencontré quelqu'un de super cool et accueillant, une personnalité incroyable, toujours accro au record et à l'adrénaline. Son parcours et son regard sont uniques dans les sports de glisse. Une rencontre qui casse tout dans tous les sens du terme. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Antoine Albo, le rider de tous les records. Salut Antoine, bienvenue sur Mordu. Salut, ça va ? Ouais, je suis hyper content de t'avoir pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, ça fait presque 20 ans que j'entends parler de toi, que je te vois. Je crois qu'on s'est croisés il y a 15 ans sur un event de kite. C'était au tout début du kite, dans un event dans l'Ouest et tout. Je t'avais croisé dans une espèce de bar faite à la sortie du truc. Donc, okay. On s'était vu 10 secondes. Et moi, je te suis depuis les années 90. Je faisais de la planche ado, hein, j'étais tout jeune. Dans Mordu, on parle de temps en temps, enfin assez souvent même de planche. Ouais. Il y a un truc qui revient assez souvent. On a eu Antoine Martin, que tu connais forcément. Titoun. Titoun, exactement, qui déchire tout en riding. On a eu Olivia Piana, qui est championne du monde de SUP, qui a fait pas mal de planches. Qui a fait beaucoup de planches au début, et qui est passée au SUP. Ce qui est revenu à chaque fois, c'est que... Et Olivia, elle se remet un peu au windsurf, là. Hein. Vous êtes croisés à Tarifa. On s'est vu à Tarifa et je pense qu'elle a peut-être envie de faire d'essayer le nouveau support foil olympique. Ouais. Ah bah on va en parler juste après. D'ailleurs, tu vas me dire si toi tu as envie d'essayer le nouveau support foil olympique, ça m'intéressera. Et ce qui revient quand on en parle avec Antoine et Olivia, à chaque fois ils me disent la planche à voile, l'âge d'or c'était les années 90. Antoine, lui, te dit maintenant il n'y a plus de thunes et c'est compliqué. Olivia te dit moi la planche, je n'ai pas poursuivi parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc je suis allé sur le sup où là il y avait des moyens. Moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu cet âge d'or de la planche à voile ? Est-ce qu'avec Robinet et Björn Dunkerbeck, il y avait des grandes fêtes, c'était vraiment le festival ? Moi j'ai commencé la Coupe du Monde, j'ai dû faire mes premières étapes en 92, mais j'ai pas fait toutes les épreuves parce que il y avait quand même beaucoup de compétiteurs qui faisaient toutes ces Coupes du Monde et en fait il fallait des wildcards pour pouvoir avoir une place sur les étapes de Coupe du Monde, alors que maintenant depuis pas mal d'années c'est quasiment ouvert, c'est super accessible, alors qu'à l'époque il fallait faire le championnat de France, il fallait gagner une place pour aller sur la Coupe du Monde en France à l'Almanach. Ensuite, si tu marchais bien, peut-être qu'en Allemagne, tu avais une place. Donc, les premières années, j'ai pas fait tout le circuit. Il y a qu'en 94 où j'ai vraiment fait toutes les épreuves, parce que j'ai réussi à avoir une place sur toutes les épreuves de l'année grâce à mes premiers petits résultats. Et l'âge d'or, oui, moi je l'ai pas trop connu parce que dans ces années-là, je gagnais pas des épreuves encore. J'essayais de rentrer dans les 15-20 premiers, mais j'entendais déjà parler de l'âge d'or des années avant, fin 80, début 90. C'est-à-dire, on va parler de l'âge d'or plus de l'argent qui était donné aux sportifs en partenariat et tout ça. C'est vrai qu'il y avait quand même un peu plus de moyens. Je me souviens, il y avait un team, ils étaient sponsorisés par une marque de voitures qu'on va pas citer et chacun du team avait sa voiture. Bon, je sais pas s'ils avaient été donnés ou prêtés, mais c'était énorme déjà. Tu as une dizaine de voitures prêtées ou données, c'était quelque chose de fou. Bon, moi ça je l'ai pas connu. Je suis arrivé un petit peu après. Mais sinon, pour les fêtes, dans les années 90, même 2000, il y avait pas mal de gros événements qui étaient organisés pour la compétition. Et puis un petit peu à côté, tu avais un gros village où le soir, bien sûr, tu avais un peu d'ambiance, des bars, des discothèques, des choses comme ça.
Et il y a eu quelques bonnes fêtes, ouais, bien sûr. Bon, il y en a encore maintenant, mais tu sens qu'il y a quand même moins de moyens. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et puis maintenant, avec le souci qu'on a eu cette année avec le Covid, là, là, on va faire quasiment une année à blanc. Pour tous les sportifs, déjà, c'est pas super bon, que ce soit n'importe quel sport. Hein. Mais bon, on va voir. Et j'espère que ça va rebondir pour l'année prochaine. Je vais enchaîner sur le Covid et justement sur cette phase-là. Est-ce que toi, ça t'amène des réflexions sur le monde de la planche à voile, le monde de la glisse, sur le système économique ? Moi, j'ai la chance je suis plus à la fin de ma carrière qu'à mon début ou à mon milieu. J'ai complètement zappé ma saison parce que j'ai bien vu qu'on n'avait pas d'épreuves et tout ça. J'ai pensé à autre chose. Moi, j'ai une grosse saison je suis saisonnier, hein. J'ai une grosse école de voile, un gros centre de voile où tu peux faire du kata, de la planche, du stand-up paddle, du foil, du wing, du ski nautique. On a du surf, on a tout ce que tu peux faire à la plage. Et puis je suis aussi sur un gros projet de maison que je construis moi-même. Donc pendant le Covid, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à cette maison-là parce qu'elle est à 20 mètres de chez moi. J'ai mis un petit peu de côté cette partie Coupe du Monde pour vraiment passer à autre chose. Mais bon, si un sportif il est en plein dans sa carrière pour essayer d'avoir un titre de champion du monde ou quelque chose comme ça, c'est super délicat parce que tu sais pas trop où tu es. Il va y avoir une année à blanc. L'année prochaine, il va falloir recommencer. On avait tous commencé déjà notre préparation avant saison. Moi, j'étais à Tarifa sur un gros stage d'entraînement avant saison. Juste avant le Covid, là, on est rentré juste limite. Donc, moi, j'étais quasiment prêt pour attaquer. Et puis voilà, tous ces annoncements d'événements annulés, et puis pas de saison. Donc ouais, comme je te dis, le sportif qui est vraiment dans sa saison et qui a vraiment que ça à faire, ça peut être assez délicat dans la tête, ouais, à savoir ce qu'il faut faire, les partenaires, les choses comme ça, quoi. On est chez toi, donc dans ta maison, on est dans ton atelier, on est entouré de boards dans tous les sens. Toi, tu es vraiment le local de l'île de Ré, quoi. T'es le champion rétois, t'as grandi ici, je crois. Ouais. T'as ton club, t'es très investi. Est-ce que toi, tu conseilles à un sportif professionnel, dès le départ, d'avoir une espèce de double casquette, quoi, à la fois être un athlète et être un entrepreneur? Parce que là, je te vois, t'es un chef d'entreprise, quoi. Ouais. C'est clair que les années, elles défilent quand même. Et si t'es vraiment dedans et que t'as les œillères, parce que t'es complètement dans ta saison, tu vas faire les meilleurs résultats possibles. Ce que je comprends, parce qu'un sportif, il faut vraiment qu'il soit dedans s'il veut avoir des résultats. Les années vont défiler et si tu prépares pas ton après-carrière, tu te retrouves après 10 ou 15 ans ou 20 ans avec rien. Donc moi, j'ai eu la chance que mes parents étaient là, parce que mon père, il est super prévoyant, il a quand même beaucoup travaillé dans sa vie, il a vraiment construit beaucoup de choses. Et au long de toutes ces années, il m'a guidé, sans vraiment que je le sache au début, tiens, ce serait bien si tu achetais ça, si tu faisais ça, viens, on va construire ça. On a beaucoup... Enfin, mon père, il a construit toutes ses maisons, tous ses magasins, tous ces trucs lui-même avec ses mains. Puis moi, j'ai fait un tout petit peu de 3 choses à droite, à gauche. Et puis, je me retrouve avec un bâtiment là-bas. Là, je suis en train de faire ma maison. Ça va être mon après-carrière. Et puis, il y a l'école de voile aussi. L'école de voile, c'est moi qui ai repris maintenant. Là, maintenant, je m'en occupe à 100% avec Paola, ma copine. Et grâce à mes parents, je me retrouve maintenant avec quelque chose, un bagage ou quoi, des choses, quoi, du dur, quoi. Ah ouais. Donc, c'est du donc solide, c'est bien. ouais. Et puis j'ai la chance aussi d'habiter ici, sur l'île de Ré, à la Couarde ici, qui est un endroit paradisiaque, parce que bon, c'est vrai que l'hiver c'est un petit peu mort, mais bon, l'été, tu as 200 000 personnes sur l'île de Ré, et c'est presque 200 000 touristes, quoi, qui viennent dépenser de l'argent dans les restaurants, faire de la voile, faire du tennis, faire du golf. Il y a plein de choses à faire, ou de faire du vélo sur l'île de Ré, qui viennent se balader, qui viennent déguster des huîtres. Et puis c'est ces gens-là qui nous font vivre, quoi. Donc c'est un endroit super appréciable. Et puis on est quand même assez éloigné on va en parler parce que là les news en ce moment c'est un petit peu chaud, mais des grandes villes où il y a pas mal de problèmes. Donc avec Paola on est vraiment super content d'être ici, quoi, parce qu'on est vraiment super protégé, quoi. Toi là aujourd'hui tu as 47 ou 48 ans. Ouais, et je sais pas quand le podcast va sortir, mais mon anniversaire c'était hier. Ah j'ai eu non 48 ans. Le mec qui a pas fait bien son boulot, j'aurais dû te ramener. Le pire c'est que j'ai dû la noter, ta date d'anniversaire. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu le bazar dehors là. Donc là j'ai 48 ans. 48 ans c'est un chiffre, mais c'est ce que je dis toujours, c'est que les 48 ans je les ai pas dans la tête, et c'est ce qui est le plus important, tu vois. Moi au final je compte pas les années, parce que
chaque moment de ta carrière, enfin de ton âge, c'est un moment à vivre, tu vois. Donc il faut. Là, je suis dans un passage de, bah voilà, je suis à ce moment-là, un petit peu à la fin de ma carrière, mais je suis quand même sur un gros projet speed avec Marc Amerigo. Ouais. Et puis on passe à autre chose. Et moi, j'apprécie la vie comme elle est, quoi. Je regrette pas mes 20 ans ou mes 30 ans, quoi. Ah, mais c'est. Alors, je vais faire le mec super flatteur, je suis désolé pour les gens qui écoutent, mais parce que c'est vrai. T'as l'air d'avoir une super patate, quoi. T'as des bras super costauds, une super mine. Enfin, Ouais, bah, c'est dingue, quoi, de se dire que t'as 48 ans. Et donc, toi, ouais, ça te stresse pas? Ça te saoule quand je te parle de ton âge ou quand on te parle de ton âge? Non. Ça saoule plus Paola parce que c'est vrai que souvent j'ai des articles où le journaliste il commence et oui, même à 47 ans, il a quand même réussi à gagner l'étape de Fuerteventura, tu vois. Donc là, Paola elle est toujours là, mais putain, pourquoi ils disent ton âge à chaque fois et tout. Mais c'est sûr qu'une carrière de sportif, il y a quelques années, 35 ans, déjà un sportif c'était plus ou moins en fin de carrière, mais si tu regardes bien tous les sportifs, tu sais, chaque sportif, on est mieux préparé, on est mieux soigné. Je pense qu'on est plus jeune longtemps, quoi. Donc t'as beaucoup, même dans le foot, où il y a beaucoup de jeunes qui essayent de monter. T'as encore des joueurs de foot qui ont 35 ans, 37 ans, et qui jouent super bien, quoi. Et puis, bon, les mecs, ils arrêtent parce que ils en ont marre aussi peut-être de jouer. Financièrement, ils sont quand même beaucoup plus à l'aise que d'autres sports. Donc c'est vrai que bah, c'est plus facile de sortir, quoi. Non, bah, ton âge, il interpelle pour différentes raisons, moi, je pense. Il y en a notamment deux que j'ai en tête, c'est le moteur, comme tu le disais, et puis la condition physique. C'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui fait là, que tu continues à en faire, que tu continues d'avoir envie de gagner? T'as gagné 25 titres de champion du monde. Ouais. Bon, que t'en aies 26, 27 ou 28. C'est pareil, c'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Déjà depuis 20, c'est ce que j'ai toujours dit. Bon, du coup, là, tu peux te dire en 30, c'est rigolo, quoi. Mais c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui fait que tu continues à faire de la compète? La compète, c'est dur, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'années où je me suis dit, faut que j'arrête, parce que tu as énormément de stress. C'est vraiment super stressant. Surtout quand tu es l'homme à abattre, où chaque année, boum, tu gagnes. La première fois où tu vas pas gagner, les mecs, tout le monde va dire, c'est bon, il est mort. Donc, il y a eu quelques années, il y a eu 3-4 ans, je me rappelle plus trop l'année, mais j'ai terminé, j'ai fait cinquième. J'ai eu une super mauvaise année. Tout le monde a dit, ouais, c'est bon, il est mort et tout. L'année d'après, je suis arrivé, boum, j'ai gagné presque toutes les épreuves. Donc là, les mecs. Donc, mais je pense que avant tout, c'est la passion. Et puis, souvent, je me dis, non, il faut que j'arrête et tout. Et puis après je me dis, putain, merde, ça va me faire chier que je vais les voir partir. Ils vont partir là-bas, faire la compète. Je vais être sur le net en train de regarder. Je vais regretter de ne pas y être. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même tourner la page et puis passer à autre chose. Là j'ai fait une super belle rencontre avec Marc. Et puis, il m'a proposé de partir sur un projet speed sur 3 ans avec beaucoup d'entrées avec des gens de l'aéronautique. Et on va essayer de développer un foil super performant. On va avoir des entrées en soufflerie, des choses qui n'ont jamais été faites dans le windsurf. Et ça tombe pile à point là, parce que ça va relancer la machine qui était peut-être un petit peu monotone sur toutes ces années à la fin, quoi. Mais non, je pense avant tout c'est la passion, puis c'est devenu aussi mon métier, c'est devenu aussi mon moyen de vivre, mes revenus, de gagner de l'argent et puis de vivre tout simplement, quoi, de ma passion. Et c'est quand même exceptionnel de pouvoir vivre, de pouvoir faire ton métier, ce qui est ta passion, quoi. Alors, ouais, je t'ai déjà entendu dire ça, et puis c'est une évidence que la bah ouais, passion est là, et puis bon, c'est des sports super cool. Ça me pose quand même deux questions. Quand je t'écoute, des fois, je me dis, il doit être quand même assez fier, Antoine. Il ne doit pas aimer perdre. Ah bah non, moi j'aime pas perdre. Compétiteur dans l'âme. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Là, l'année passée, j'ai fait une bonne année encore, mais j'ai complètement merdé l'épreuve du Danemark parce que je suis tombé malade après le 2e jour. Ça allait pas, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai vraiment galéré. Je sais pas, j'avais tout contre moi. C'était vraiment super difficile. Et puis j'ai fait 12e sur l'épreuve, ce qui est infaisable, quoi. Toi, c'est une mauvaise place. À mon niveau, peut-être 4e, quoi, toi. 12e, j'ai fait, et ça m'a foiré toute la saison. Les deux qui étaient derrière moi, parce que j'étais en tête du classement, les deux qui étaient derrière moi, et ben, ils ont fait 1 et 2.
Donc ils sont tout de suite remontés au classement et je pouvais plus remonter après, je pouvais que rester troisième. Donc c'est dommage, mais bon, ça s'est joué sur une épreuve l'année passée et c'est comme ça. Mais j'étais au contact, quoi. Tout le monde a bien vu que j'étais là, quoi. Donc et ça c'est important pour toi. Ça c'est super important parce que je me bats avec des gars qui ont presque 20 ans de moins que moi, quoi. On va avoir plus, hein. Ils ont un peu moins, mais pour ça c'est bien. Et puis même eux, je pense qu'ils doivent se dire putain, mais merde, il marche encore, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Et avant que tu nous dises un peu c'est quoi ton secret forme, toujours dans le fait que tu continues la compète, tu disais que c'était ton métier. Je me disais, comment ça rentre dans ton business global entre l'école et tout ça? Aujourd'hui, toi, le fait de faire de la compétition en planche à voile, ça te ramène de l'argent ou c'est une façon de continuer à entretenir ta notoriété et ainsi de créer des projets via ta notoriété? C'est-à-dire, le fait que tu sois visible dans les médias, ça rapporte du monde à ton club de voile et donc c'est comme ça que tu rentabilises ta participation. Mais est-ce que tu gagnes de l'argent en faisant de la compétition de windsurf aujourd'hui? Ouais, moi je gagne de l'argent. Enfin, là cette année non, mais les années avant bien sûr. Si tu es champion du monde et puis que tu n'arrives pas à mettre un petit peu d'argent de côté, c'est chaud. Mais non, j'ai quand même des bons partenaires et puis j'arrive quand même à avoir pas mal de visibilité. Donc j'ai des partenaires extra-planche surtout qui m'aident et qui me prennent comme parrain ou qui viennent comme partenaire et qui m'apportent un petit peu de budget pour voyager, pour faire tous mes déplacements parce que au final dans une saison tu dépenses quand même beaucoup d'argent en billets d'avion, en excédent de bagages, location de voiture, toutes les choses comme ça, les hôtels. On va pas trop souvent dans les hôtels, mais bon, souvent tu loues une petite piole, un truc sur les événements et ça, là, au final, à la fin, tu as vite fait de dépenser 1 000 euros. Je me dis rien qu'en frais de transport de bord dans ouais, l'avion. C'est énorme. Ah non, c'est la folie. Mais tu vois, je suis ambassadeur de la Charente-Maritime, je suis ambassadeur de l'île de Ré. Donc ça, c'est des partenaires qui, pour moi, sont primordiales. Parce que bon, déjà, je leur apporte une belle image. Je suis content de promouvoir cette région-là et puis l'île de Ré. Parce que si je suis d'ici, c'est dans mon cœur. Et ça, c'est des partenaires qui me permettent de mettre un petit peu d'argent de côté, puis de vivre. Après, l'école de voile, c'est autre chose. L'école de voile, c'est un autre business qui est complètement séparé. Et là, ça fonctionne aussi bien parce que la saison est très, très courte. On a aussi beaucoup de frais en moniteur parce qu'on a pas mal de moniteurs. Mais on fait quand même des bonnes saisons. On arrive à mettre un petit peu d'argent de côté. Bon, chaque année, il y a quand même du matos à réinvestir. Donc, ça vient, ça sort. Mais ça permet de gagner un petit peu d'argent aussi. Sinon, on ne le ferait pas parce que là, si tu voyais la manutention, tu sais, il faut 3 semaines pour tout monter tout sur la plage. Puis après, il faut 2 semaines pour démonter. Donc, généralement, les saisons sont super courtes parce que les vacances scolaires, ça commence de plus en plus tard. Et à mon école, on travaille qu'avec des familles qui ont des enfants. Donc, ces familles viennent quand c'est les vacances scolaires. Tu vois, on travaille très peu, juin et septembre, t'as très peu de monde, toi. Ça lance la saison, mais c'est pas là-dessus tu gagnes de l'argent. Non, là, ça fait 2 semaines qu'on est ouvert, mais on a donné 2 cours, puis on a fait 3 locations, quoi, toi. L'autre question que je voulais te poser, donc sur la forme physique que tu as, c'est quoi ton secret, là? Comment t'expliques que tu continues à... Faut demander à mon père. Ouais, papa aussi, ouais, papa, il est costaud aussi, ouais. Non, mais la forme physique, c'est vrai que j'avais laissé un petit peu de côté... les dernières années parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot, tu sais, on a beaucoup d'épreuves en mai et juin et c'est juste le moment où j'installe l'école de voile. Donc à chaque fois que je rentre ici entre les épreuves, je suis sur mon tracteur en train de monter l'école de voile, toi. Je suis pas dans la salle de gym en train de faire un peu de muscu ou à naviguer. Mais c'était, comme je t'ai dit, une partie de la vie où je me suis dit il faut que j'investisse plus là-dessus parce que ça va être plus ou moins la fin, toi. Je voulais pas laisser tomber l'école de voile parce qu'il faut la tenir cette école de voile, toi. Ne serait-ce que pour mon image, c'est quand même super important. L'été, on a beaucoup de jeunes qui viennent faire de la planche, faire de l'optimisme, faire du catamaran. Et il y en a qui viennent parce qu'Antoine, il est là, quoi. C'est important, je pense, d'avoir un endroit où les gens peuvent venir. Moi, l'après-midi, j'essaie de naviguer avec les gens, toi, de faire une petite démonstration. Ils aiment bien me voir naviguer. Ce qui est vrai, ils viennent un petit peu pour ça aussi. Ce qui est vrai, ce que tu es en train de dire, c'est que la vie au centre de voile, c'est aussi une façon de s'entretenir physiquement. Moi, j'ai eu une école de kite pendant quelques années et j'ai jamais été aussi en forme à déplacer les planches, nager pour aller récupérer des gars. Enfin, ça t'entretient. C'est de la fatigue. Ma question, c'est comment tu t'entretiens? Tu fais de la muscu? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais du stretching, du yoga ou... Non, là, j'ai fait un peu de muscu pendant je fais pas de la muscu, je fais plus de la gym. Mais pendant le confinement, là, j'ai arrêté un petit peu parce que je suis tout le temps à droite à gauche, tu vois. Mais je faisais des petits circuits training et là, il faudrait que je refasse un petit peu. Mais bon, le soir,
quand tu finis, tu es un peu fatigué, quoi. Donc ouais, non, tu passes pas tes journées à faire du yoga et Non. des assouplissements. Non. Non, mais il faudrait. Il faudrait. Tu tiens la route, donc il n'y a pas de secret, quoi. C'est dans les gènes. Bah oui, si tu es une allumette, bah, tu vas pas devenir une baraque, sauf si tu passes tes journées dans la salle de gym, quoi. Mais bon. Il y a un sujet sur lequel je t'ai assez peu entendu, c'est sur le foil olympique. Là. On l'a évoqué tout à l'heure avec Olivia Piana qui s'y intéresse. Ce sera probablement un support pour les Jeux à Paris 2024. Ouais, bah Toi, tu as été 25 fois déjà. champion du monde. Ça te donnerait pas envie là, d'essayer de participer aux Jeux? C'est trop tard, je suis trop âgé, je pense. On a pas mal bossé avec mon partenaire, la Nel Pride, sur un support, parce que justement, au mois de septembre, on était au lac de Garde pour proposer aux gens du comité olympique. Bon, il y a eu un gros lobbying de Starboard qui est arrivé là-bas avec beaucoup de moyens. Ils ont vraiment beaucoup investi sur le truc. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'ils sont passés. Parce que le comité olympique, en plus, ne voulait pas une monotypie. Il voulait vraiment enlever la monotypie des Jeux olympiques. Puis au final, c'est une monotypie. Bon, Starboard a aussi dit que n'importe quelle marque pouvait sigler le matériel fabriqué dans son sympa, usine. Ça. Ouais. Donc ils ont proposé le projet comme ça. Mais au final, non, c'était faux. Tu vois, donc ça a été vraiment politique, très très politique. Moi, j'étais vraiment dans le sens de la chose. Je vais pas tout dire maintenant parce qu'il y a des choses que j'ai pas trop envie de dire. Donc bon, ils sont passés. Bon voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, le support olympique, oui, moi je le ferais bien, mais il faudrait que j'ai 20 ans de moins et puis. Pourquoi? Parce que en préparant cette interview, il y a un de mes potes qui m'a dit ça. Ouais, mais peut-être qu'il est trop vieux. J'ai dit, mais il est trop vieux de quoi? Il met la dose à tout le monde en slalom. Demain en foil, il va déjà, c'est pas demain, c'est en 2024. Donc dans quelques années. Et puis pour faire de la préparation olympique, il faut avoir du sang neuf dans les veines déjà, que j'ai peut-être plus forcément. Il va y avoir aussi un problème de gabarit parce que dans les séries olympiques, ils font des compétitions où il y a souvent très très peu de vent et il va y avoir dans tout ce qui est support olympique voile, spécialement en planche, il y a un gabarit type. Si tu fais 2 kg de plus, 1 kg de plus que le gabarit type qu'il y a en RSX maintenant, tu as très peu de chance. Là, il va y avoir un gabarit type aussi, ça va être 2 mètres de haut et 78 kg maximum, toi. Parce qu'il va falloir planer tout le temps, il va falloir pomper tout le temps, il va falloir un centre de rappel monstrueux. Et moi, je l'ai pas, ça. Moi, je fais 100 kg, donc je suis loin des 78 kg, toi. Donc, dans des conditions de vent, oui, mais on a vu, parce que déjà, l'année passée, on a eu en Coupe du Monde une discipline qui était le foil. Et on a les deux Hollandais qui sont venus sur les épreuves. Tu as Thomas Goyard aussi qui est venu. Tu as eu pas mal des mecs de la RSX. Et puis, ils nous ont quasiment bananés, toi, dans les vents super légers. Ils étaient imbattables. Puis en plus, à la fin, ils faisaient tout au pumping. Nous, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, alors qu'eux, en RSX, ils font du pumping depuis des générations et des générations. Donc ça va être ça. Donc il va vraiment falloir avoir un putain de gabarit qui va être impressionnant, parce que je te promets, si tu fais 1m80, tu vas avoir du mal, quoi. Donc voilà, bon, pourquoi pas essayer si j'avais quelques années de moins, mais ça arrive un petit peu tard, mais c'est pas grave, hein. Du foil, j'en fais. Normalement, cette année, on avait le slalom en foil en Coupe du Monde qui aurait été super intéressant à voir comment ça se serait passé. Bon, ce sera l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que par rapport au gabarit, c'est vrai que les windsurfers de vitesse ou de slalom, vous êtes connus pour être des beaux bébés. Oui, c'est complètement différent. Tu te mettais même des ceintures de plomb, je sais ouais, pas si vous faites encore. Non, c'est interdit sur les Coupes du Monde de slalom, mais en vitesse, tu peux mettre, ouais. Tu peux mettre du plomb, et puis c'est obligatoire, tu es obligé. Tu es obligé de mettre du plomb, mais là, tu vois celui qui va au jeu pour les Hollandais, Kiran, il fait 2 mètres et il fait 75 kg. C'est sûr qu'Antoine Albo, dans Dineux, ça va pas marcher en plus, pour les jeux. Plus tu pompes, plus tu remontes. C'est un truc de fou, quoi. Donc quand tu dis pomper, c'est pomper avec la voile ou pomper le pomper foil avec la voile et le foil aussi, ouais. D'accord. Ouais. Donc ça va être des techniques qui vont sortir. Et tu vas être obligé, c'est quelque chose de nouveau, mais bon, c'est bien aussi, hein. Je critique pas, tu sais, les athlètes de RSX, je veux dire, physiquement, ils sont bien mieux préparés que nous, parce qu'il faut un cardio d'enfer, il faut pouvoir tirer dessus pendant 25 minutes, 35 minutes sur une manche de pétole, hein. Ouais, donc sur le foil, au jeu, non. En revanche, tu es en train de bosser sur un projet de record du monde, de vitesse. Ouais. Toi, tu es recordman du monde, je crois, de vitesse
en planche. En planche, ouais. Le record, t'as quoi? T'as 52 nœuds, toi? 53 nœuds 27. 53 nœuds Donc 27. ça fait 98 km/h 65, quoi. Il y a- J'aimerais bien faire les 100. Bah ouais, forcément. C'est sur 500 mètres, hein. C'est une moyenne sur 500 mètres, c'est pas en instantané, ça. On a eu Alex Kézerg aussi, Ouais. qui a un record qui doit être juste au-dessus de toi. je Ouais, crois. non, il doit être à 56 nœuds, Alex, hein, je crois. Ouais, possible. Ouais. Ouais, il est allé vite, là. Ouais, il a aménagé son propre Ouais, canal ouais. et ça marche bien. Le record absolu de voile, il est détenu par Vesta 2, alors Ouais, qui est un bateau 65 nœuds. 65 nœuds. Ouais. Et donc toi, l'objectif, c'est de taper Vesta 2 en 66. Bah oui, on s'est mis comme projet d'essayer de faire les 100 km/h avec une planche normale en Namibie. Bon, bah là, maintenant, cette année, on sait pas encore si ça va avoir lieu. Normalement, c'est octobre-novembre, hein, c'est une période, tu as un petit peu plus d'un mois où tu peux aller en Namibie, tu choisis un petit peu tes semaines, mais bon, si tu as envie de faire un record, c'est mieux d'y aller pendant toute la durée. On ne sait pas si ça va être organisé encore, on est un petit peu en attente là. Déjà, là, on est en train de travailler sur un nouveau gréement pour aller en Namibie. Et puis l'année prochaine, on veut développer un nouveau, on va dire, support, une nouvelle planche à foil pour essayer de faire des records, pour déjà essayer d'aller à 50 nœuds avec 25 ou 30 nœuds de vent. Parce que maintenant, si tu veux aller à 50 nœuds, bah, il faut 50 nœuds de vent quasiment. Ouais. Il faut le vent le plus fort possible. Et plus le vent est fort, bah, plus c'est difficile de trouver un plan d'eau plat parce qu'il il faut pas de la tôle ondulée, hein, il faut vraiment que ce soit plat comme le béton ici là. Donc on veut essayer de faire ça pour se rapprocher on a des super spots en France comme à Leucate ou Vergruissant où la tramontagne souffle quand même super bien. Et puis c'est beaucoup moins loin pour aller que la Namibie, tu vois. Donc essayer de développer une planche à foil pour essayer d'aller vite. Et puis les bateaux, ils vont quasiment à 50 nœuds donc, sur foil. Donc pourquoi pas nous, quoi. Alors il y a un truc qui m'a amusé, hein, c'est que Alex, lui, nous a parlé de son projet. Donc ouais, lui, il a ouais, pris ouais. un autre truc. Il a dit, moi, je vais faire un bateau. Ouais. Je fais carrément la grosse machine. Je lance un bateau. Je vais révolutionner le truc. Et je lui ai demandé pourquoi tu le fais pas en foil, quoi. Ouais. Il m'a dit, le problème du foil, c'est que si tu te pètes la gueule à 50 nœuds, Ouais. tu te fais mal. Ça m'a amusé, j'ai regardé un peu, donc je te disais, j'ai regardé ta vidéo, j'ai regardé, je crois, la vidéo de ton record du monde à 53 nœuds. Ouais. Je t'ai vu, mais alors, pleine balle, mais en mode facile, quoi, dans ton fauteuil, sans casque, sans rien. Tu regardes le truc, tu dis, le mec, il cruise, quoi. Et après, j'ai regardé tes vidéos de foil, j'ai dit, bon, il a quand même mis un casque. Non, mais parce que c'est obligatoire sur les compètes. Donc, record du monde de planche, t'es sans casque, facile. Non, mais en planche, oui, il y a une photo là d'ailleurs, tu vois. C'était le record d'avant, ça. Ah ouais. Donc, ouais, t'as l'impression d'être facile, mais bon, t'es sur le fil quand même, sûr, hein, parce que j'en ai pris des bonnes quand même. Mais, oui, en foil, il a raison qu'on peut tomber, mais l'objectif, c'est de pas tomber, toi. Donc, il faut, quand on va développer cette planche à foil, on va avant tout essayer de développer de la stabilité, parce que c'est avec de la stabilité que tu vas vite, toi. Parce que là, avec les foils qu'on a en ce moment, on peut aller plus vite, mais on manque énormément de stabilité. Donc, quand tu perds de la stabilité, tu perds le contrôle et tu tombes, tu chutes. Donc, si tu arrives à trouver un compromis où tu as énormément de stabilité, comme les bateaux ont, tu vois, on a vu déjà à San Francisco quand il y a eu la course de l'America, ils faisaient des pointes à 47 nœuds, les mecs. Donc, c'est énorme. Et les bateaux étaient très, très stables. Il y a eu très peu de chutes ou de chavirements ou des choses comme ça là-bas. Donc il faut qu'on trouve ça et quand on part sur ce record, on part pas pour se dire on va prendre des boîtes, quoi. Donc oui, si on va à cette vitesse-là, je pense que je serai casqué. Là en Namibie, je sens pas que j'ai besoin du casque parce que tu as très peu de chances de taper le matos. Et puis tu sais, si tu mets un casque, si tu mets un casque pas trop bien étudié, ça t'augmente la surface de la tête. Et quand tu as le premier choc dans l'eau ou le deuxième rebond, bah, ça peut faire trop lourd la tête et ça peut être super mauvais pour les cervicales. Alors, si je mets un casque, j'aurai la minerve, ça c'est sûr, c'est quasiment obligatoire parce que tu peux pas mettre un casque sans minerve, ça moi je le conçois pas, quoi. J'espère qu'elle laisse par terre. Ouais, je me demandais ce qui se passait là. C'était rien, c'était une planche. Voilà.
sais pas si on regardera au montage, mais bien, on vient de défoncer une planche JP. Hein. Non, je crois Merci pas. pour sponsor. Non, ça a l'air d'aller. Le foil là, que tu vas développer, tu vois un truc, c'est juste tu vas ajuster le mât en termes de taille, la taille de l'aile, ou est-ce que vous allez révolutionner le truc avec un double foil On veut essayer de faire quelque chose de différent, ouais, parce que avec les foils qu'on a actuellement, c'est comme si tu mets un sprinter sur un 100 mètres et qui va courir sur une seule jambe, toi. Il va le faire. Il peut aller vite, mais il va aller beaucoup moins vite que s'il a les deux jambes, toi. Donc là, on a l'impression d'être sur une seule jambe. On a très peu de stabilité, donc je pense qu'il faut deux mâts, quoi. Il faut bien le concevoir et justement avec Marc Amerigo, il a énormément de contacts dans des boîtes d'aéronautique. Je pense qu'on va avoir des gars qui vont rechercher, qui vont vraiment se pencher sur le problème et on va essayer de prendre quelque chose de bien, quoi. Donc on a quelques idées déjà, que je ne veux pas trop dévoiler, mais oui, il faut le faire. Après, tu sais, tu vas trouver plein de personnes qui vont avoir des idées, mais ces idées, il faut les faire. Et si tu veux les faire, il faut des moyens, parce que souvent tout est en carbone, tu as des moules à faire, tu as des choses à faire comme ça. Si tu n'as pas les moyens et si tu dois investir ton argent, c'est délicat, quoi. Et puis il faut du temps aussi. Ouais. Il faut pas mal de temps. Toi, tu es vraiment un gros plancheux, puis toujours, je sais que tu as fait du kite. J'ai tout fait. Ouais, voilà. J'ai tout fait. Au tout début du kite, j'ai fait quelques compètes. Bon, c'était pas des championnats du monde, des machins, parce que ça n'existait pas, mais c'était là où il y avait les meilleurs. Toutes les épreuves que j'ai fait, j'ai gagné. Et puis moi, je suis resté en planche parce que tu peux pas faire les deux comme ça, c'est difficile. Et puis le kite, au début, il y avait pas trop de partenaires, il y avait rien. Tu sais, c'était. Toi, en ce moment, là, ton kiff, là, si sortie d'interview, on va rider, on a un 20 nœuds canon, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est d'aller faire des vagues, c'est de faire du speed, c'est de faire du kite, c'est de faire du wing. C'est quoi ton truc qui Moi, j'aime bien tout essayer déjà. Donc là, il y a le wing qui est arrivé un petit peu l'année dernière. Je l'ai vu pousser parce que j'étais à Maui. Normalement, mars-avril, je suis toujours à Maui pour m'entraîner avant la saison. Puis il y avait Alan Cadiz. Le mec qui a vraiment poussé ça tout seul dans son coin, mais sans vraiment se cacher, qui naviguait tout le temps avec son aile et puis sa planche là où nous on s'entraînait, donc on le regardait tout le temps. Et moi je le connais bien, j'ai voulu essayer une fois, mais ça me dit rien, ça, Alan Cadiz. Ouais, mais il faisait la Coupe du Monde dans les années 80. Et puis tout le monde a voulu essayer. Après, Robbie a tout de suite développé une aile parce que Robbie c'est toujours un peu dans les précurseurs, tu vois, comme en kite. Et puis on a essayé, et puis au final, c'est pas compliqué, c'est super facile. Bon, il y a un petit coup à prendre quand même, mais c'est pas compliqué. Si tu arrives à foiler, c'est pas compliqué. Donc, moi, j'aime bien faire tous ces trucs nouveaux. Toi, hier, je me suis mis une petite session après le boulot. Donc, de wing. Ouais, de wing, ouais. Ah, donc Bah ouais, parce que moi, j'aime bien faire... J'étais champion du monde de freestyle quand même en 2001, tu vois. Donc, j'ai toujours bien aimé et j'ai toujours su manier la voile bien sur ma planche. Et là, je retrouve la même chose parce qu'il faut jouer avec la voile. Tu peux faire des 3-6, tu fais 3-6 upwind, downwind, des duck jive. On commence un petit peu à sauter. Donc, moi, j'ai déjà commencé à donner des cours déjà en fin d'été l'année dernière quand j'ai réussi à avoir une aile. Et puis là, on a 4-5 ailes à la plage avec des planches à foil. Et j'ai même des gens qui ont essayé, qui ne savent pas faire du foil, mais tu peux les envoyer avec un paddle, un sup. Puis ils apprennent un petit peu à manier la voile et c'est aussi sympa. Bon, après, j'aime bien une bonne session, 20-25 nœuds avec 2 mètres de vague. Oui, je vais aller en vague, ça c'est sûr. Mais non, j'aime bien tout faire. Et c'est vrai, pour le wing là, qui est en train d'émerger, là, hier, on s'est fait un gros downwind, on s'est fait toute la côte ouest de Ré, on est descendu en kite, il n'y avait pas beaucoup d'air. Ouais. Le spot, il est assez propice en fait, parce que ça rentre side, c'est flat, c'est cool le wing ici. Oui, parce que tous les après-midi, normalement, tu as une petite brise thermique qui se lève, qui n'est pas très forte, c'est entre 10 et 20 nœuds, 20 nœuds dans les bonnes journées. Et c'est assez pour faire du wing, quoi. C'est super bien. Et puis tu peux faire du kite, tu peux faire de la planche. Et toi, avec tes 100 kilos, tu pars dans combien de nœuds là, en wing là? Là, j'ai reçu une aile, une 6 mètres. Et c'est parce que j'avais que des 4 mètres. Donc il me fallait quand même un peu de vent, mais j'avais la bonne technique à pomper quand même. Donc, puis j'ai un foil énorme, super porteur. Donc dès que j'arrivais à partir, ça le faisait. Mais là, j'ai une 6 mètres. C'est un tracteur.
Donc impressionnant. toi, tu arrives à partir dans le 10 nœuds là aujourd'hui en... Ah ouais, Ah sans ouais problème. Ouais, ouais. Ah ouais, je pars, sans problème. Ouais, donc, Ouais. ouais, C'est bien. c'est un bon support. Je me demandais, j'aime bien poser cette question. C'est quoi la plus grosse galère ou ta plus grosse peur en sport de glisse? Bah, galère dans les sports de glisse, non, j'en ai pas eu, sauf dans les voyages, quoi, où les mecs ils veulent pas prendre toutes tes bagues à l'enregistrement. Mais non, les plus grosses peurs, je vais dire, c'est dans les grosses vagues, quoi. J'ai eu ma période un peu surf tracté, tu sais, où j'ai fait pas mal de journées à Jaws, j'ai surfé même plus gros à côté de Jaws. Plus gros que Jaws? Ouais, ouais. Elle s'appelle comment la vague? C'est Outside Sprex. Tu sais, quand Jaws casse, tu as des vagues partout sur la côte. Jaws, c'est différent parce que ça casse plus, tu as énormément d'air dans l'eau, tu sais, dans la mousse. Donc tu flottes vraiment moins que sur une autre vague quand tu te fais washer ou quoi. C'est bien d'avoir 2 gilets de sauvetage. Si tu peux aller surfer ailleurs sur la côte à Hawaï, à Maui, où ça va être un petit peu plus gros. Mais si tu te fais washer, ben, tu flottes plus, quoi, toi, donc t'appréhendes quand même vachement moins. Je dis pas que Jaws c'est petit, hein, mais c'est une des plus grosses vagues que j'ai surfé aussi. Mais j'ai surfé aussi sur Bellara, pas mal d'années avec Rico Leroy là, qui me drivait super bien. Et là c'est différent parce que tu vas surfer la même taille de vague, sauf que l'eau elle est à 8 degrés. Et puis dehors il fait 10 degrés quoi, tu vois. Donc c'est pas pareil. À Jaws t'as ta petite combinaison avec t'as des pads un petit peu partout sur le corps, donc t'as énormément de flottaison. Quand t'es là-bas, t'as beau avoir ta 5-3 sur le dos, ta cagoule, tes gants, et l'eau elle est quand même à 8 degrés quoi, donc c'est un petit peu chaud quoi. Ouais, donc tu dis un Bellara l'hiver, c'est presque plus extrême qu'un Ah ouais, qu'un Jaws, c'est plus extrême parce que je dis toujours au final le toe-in surfing c'est super facile. Parce qu'il suffit de savoir tenir derrière le jet, le mec il t'envoie sur n'importe quoi, même si t'as pas le niveau, toi. Donc t'es jamais certain de savoir comment va être la vague, parce que la vague, bah, tu la vois pas au début quand tu pars dessus, toi, tu vois que la houle. Bon après t'as des petits critères où tu vois un petit peu comment ça va être, mais en surf à Bellara, ouais, j'ai eu des bonnes appréhensions quand même. T'es un surfeur, tu sais surfer en... Ah ouais. T'es un bon surfeur Ouais. aussi, ouais. Bah, je fais plus de surf à la rame, faudrait que j'en refasse. Ouais, j'ai plein de planches, mais parce que c'est trop facile de partir avec la rame en paddle, puis en plus je suis un gros gabarit moi. Donc tu vas sur des vagues ici où c'est petit, t'as plein de minots qui sont là, généralement tu prends pas une vague quoi, sauf si tu vas sur un spot où il y a personne quoi. Ils te respectent pas les minots là Non, quand il y a un peu sur le pic là, ils laissent pas un peu? Non, mais bien sûr il y a du respect, mais ici les spots sont quand même super bondés, donc... Alors à contrario, c'est quoi ton meilleur souvenir? Là, si tu dois garder une cesse, c'était quoi? C'était où? Bah, ça va être ça va être pareil. Ça va être le même endroit où t'as la pire appréhension, quoi. Mais bon, quand tu prends le canal, tu sais, quand j'ai fait le record, là, j'étais le seul à passer. Quand tu parles du canal, c'est le canal de Luderitz? De Luderitz, ouais. Quand j'ai fait mon record, on a eu une journée incroyable. Il y a juste Patrick Dittem qui essayait de prendre le run aussi, mais qui a fait pas mal de chutes. Et tu es au début du canal comme ça, tu es tout le temps en train d'attendre des grisées, tu sais, il y a vachement de visuels à voir, où tu t'habitues, enfin c'est difficile à expliquer, mais parce que tu vois pas le run quand tu pars, tu vois que la zone d'élan. Donc par rapport à comment tu vois la zone d'élan, tu sais plus ou moins comment va être le run. Donc tu es là, tu es en train d'attendre, tu sais, est-ce que je pars pas, et en toi-même tu te dis, putain, est-ce que je vais finir debout la fin du run, toi? Parce que prendre des chutes à presque 100 km/h, c'est chaud quand même. Donc ça, c'est aussi des appréhensions, mais qui sont bonnes aussi à la fin du run. C'est de l'adrénaline en fait, hein. C'est pas de la peur ni de la joie, c'est de l'adrénaline. Toi, tout ce plaisir, toute cette adrénaline que tu ressens dans les sports de glisse, est-ce que c'est un truc que tu transmets déjà je crois que tu as un fils qui a 4 ans. Est-ce que c'est il va avoir 4 4 ans que tu lui transmets? Bah, oui, je vais lui transmettre, mais là, je pousse pas. L'année passée, il voulait pas faire de planche avec moi, alors que l'année d'avant, il voulait, tu vois. Ça ne le dérangeait pas. À 2 ans, il voulait. À 3 ans, il ne voulait pas. Cette année, on va voir. L'année passée, il a fait un petit peu d'optimisme. Donc ça, c'était bien. Parce qu'il se retrouvait avec des petits garçons et des filles de son âge. Tu vois, c'était vraiment top. Cette année, on va voir. Mais de toute manière, je n'ai pas besoin de le pousser parce qu'il est dans le milieu. Là, il va aller tous les jours à l'école de voile. Et il y a toujours des gamins qui viennent faire du bateau, qui viennent faire de la planche, qui viennent faire du surf. Donc il va être dedans. Il a son bodyboard. Il a même sa petite voile de planche. S'il veut en faire, il va en faire. S'il veut faire de l'optimisme tous les jours, il fera de l'optimisme tous les jours. S'il veut pas en faire et plutôt faire des châteaux de sable,
et ben, il fera des châteaux de sable, ça ne me dérangera absolument pas, quoi. Mais de toute manière, je n'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est une planche, parce que déjà, il sait ce que c'est, un bateau, il sait ce que c'est, un surf, il sait ce que c'est, parce qu'il est dedans, quoi. Et qu'est-ce que tu... Ma question, c'était... Enfin, là où je voulais en venir, c'est est-ce que tu rêves pour lui la même vie que la tienne? Est-ce que tu te dis, tu as eu ton anniversaire hier, et Ouais. tu te dis, ah, quand même, j'ai eu un parcours de ouf, ma vie, elle est géniale. C'est Ouais. vrai que là, moi, je suis chez toi, je me dis, bon, c'est pas mal la vie d'Antoine. Est-ce que toi, tu as envie de la même chose pour lui? Tu vas tout faire pour qu'il ait pour qu'il ait cette même vie? Ou tu te dis, ouais, c'était une vie, mais bon, il fera peut-être d'autres choix. Bah, tu sais pas ce qu'il va faire, mais bon, comme je t'ai dit, il est dans le milieu, donc il y a des chances qu'il fasse ça. Après, je suis pas trop motivé pour qu'il fasse de compétition, parce que c'est quand même dur la compétition. Tu sais. Tu pourras parler à n'importe quel bon sportif, et je pense qu'il aura le même discours que moi. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'incertitude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le refaire? C'est simplement dur. Bon, maintenant, on va pas se plaindre, parce que moi, j'ai fait ce que j'ai aimé et j'ai réussi. Après, moi, je préférais qu'il fasse de la planche ou du sport pour lui et pour s'éclater avec des potes, ou faire même du sport extrême, mais pour lui. Je préférais qu'il fasse pour lui. Tu sais, pour être compétiteur, il faut l'avoir dans le sang. Je pense que moi que je l'avais, et je pense que tous les bons sportifs, ils l'ont aussi. Tu peux pas aller contre ce que tu n'as pas envie de faire. Bon, on verra. De toute manière, il n'y a pas de stress, mais j'ai envie qu'il ait une vie facile dans un milieu qu'il aime. Je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, moi je pense que la compétition, c'est un truc important, parce que c'est tellement ancré en toi, et que tu me dises, par contre, les sports de glisse, il n'y a pas de fric, c'est un peu naze, donc moi je le verrais bien, je le pousserais bien à faire du tennis ou du foot. Ouais. Non, c'est pas naze. Tu sais, on fait des sports. Bon, d'accord, il y a beaucoup moins de moyens que dans d'autres sports populaires, mais bon, peut-être que ça va évoluer, tu sais pas. Mais avant tout, je pense que tous les sports dans lesquels j'évolue, c'est bien mieux que du foot ou du tennis. Parce que regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voyage, tous les endroits qu'on arrive à découvrir. En foot, bah oui, tu découvres les stades. Au tennis, pareil, t'es enfermé, t'es dans un stade fermé, t'es ouvert. Attends, regarde, nous, on va quand même bien, quoi. Donc, voilà, quoi. Ah, je confirme. Le bonheur d'être dans l'eau, Ouais. au soleil. Il y a un sujet sur lequel je voulais te faire agir aussi, en étant sur l'île de Ré. Hein. Toi, t'es vraiment tes racines profondément ancrées ici. Je voulais te faire agir sur le réchauffement climatique. Je te disais, j'ai fait un gros downwind. Ouais. On voit des murs qui sont Ouais. consolidés. Ouais. Alors, est-ce que toi, déjà, c'est une réalité? Tu sens que l'écosystème, l'île de Ré, est fragilisé par un changement climatique, première chose. Deuxième chose, comment tu vois le truc se développer à l'avenir? C'est vrai que sur l'île de Ré, on est vraiment attaqué par la mer, parce que moi je le vois bien, là où je monte ma cabane, les dunes diminuent de plus en plus, on a beaucoup moins de sable. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y ait plus de tempêtes ou du chaud l'été ou des choses comme ça? Il y a beaucoup plus de facilité d'actualité, d'avoir les nouvelles et tout, donc les journalistes vont se ruer dessus, donc on en entend beaucoup plus. Alors que ça existait déjà avant, hein, des inondations, des tempêtes, des choses comme ça. Il y en a, je pense qu'il y en a toujours eu. Je suis pas spécialiste là-dedans. Il faudrait vraiment demander à des gens qui étudient ça. Est-ce qu'il y en a plus maintenant? Est-ce qu'il y en a moins? Des tempêtes ici sur l'île de Ré. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mais il y en avait plein, des tempêtes où où tous les arbres étaient par terre le lendemain. Et c'est déjà arrivé. Mais est-ce que c'est une inquiétude au quotidien pour toi? Ben, c'est une inquiétude, oui, parce que moi, de par mon activité ici et de par de vivre ici, j'ai pas envie un jour de tout perdre, ou que mon fils perde tout ce qu'on a ici, parce que la mer monte et puis qu'il faudrait partir de l'île de Ré. Quand même pas mal de moyens qui sont faits sur l'île de Ré pour faire attention à ça. Il y a pas mal de digues qui sont faites pour éviter la montée des eaux. Moi, je voyage pas mal. Les Allemands et les Hollandais, ils sont bien plus en avance que nous sur ça. Ils ont au moins 10 ans d'avance, je vais dire. Mais bon, on y vient tout doucement et c'est bien. Tu parles d'extracteurs d'eau, Ouais, de digues aussi, de digues, hein, parce que en Hollande, toutes les routes où tu roules en voiture, c'est une digue. Donc ici, il faut des années pour avoir des permis de monter des digues, de se protéger, parce que est-ce qu'il faut faire cette hauteur, ou moins haut ou plus haut. Il y en a pas un qui a les coronesses pour dire il faut faire telle hauteur. Parce que s'il dit c'est telle hauteur et puis que c'est pas assez, le mec il va finir en prison. Donc on va pas s'en sortir comme ça. Il faut juste agir, quoi. Il faut
faut juste le faire. Ici, quand tu vois Xynthia, quand c'est arrivé, là, ils n'ont toujours pas fini les digues qui étaient prévues à ce moment-là, quoi. Enfin, après Xynthia, bien sûr. Xynthia, c'était en 2010, c'est ça? Ah ouais, mais je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps que tu te rappelles plus. Bon, là, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits. Et puis en plus, ici, il faut quand même faire attention au paysage et tout ça, parce que c'est super protégé. Bon, c'est super bien fait. Donc c'est quand même super délicat. C'est un sujet qui est bien délicat sur l'île de Ré, quoi. Avant de conclure le podcast, il y avait une question que je t'ai pas encore posée, c'est de savoir s'il y a un truc que tu n'as pas essayé. Tu me dis que tu as tout essayé, mais est-ce qu'il y a un truc, un sport, un truc que tu n'as pas essayé et que tu aimerais essayer? Du ice sailing, tu sais. Ils font ça un peu dans les pays nordiques, là, sur des spitsails, mais avec des patins. Ça j'aurais bien voulu c'est essayer. Cool, parce ça. que, Ah bah j'ai jamais vu cette parce réponse. que ça, les mecs, ils vont super vite. Hein. Ils sont au-delà de 100 km/h avec une voile de planche. Ils enlèvent tout le frottement que nous, on a sur l'eau. Et puis, ça marche super vite. J'étais en contact il y a quelques années avec des Nordiques et ils m'ont dit, viens essayer l'hiver. Parce qu'il y a une petite communauté là-bas qui navigue l'hiver avec les gants et tout, les bonnets et tout. Et ça j'aurais bien aimé essayer. C'est des espèces de spitzel. C'est À la des place des spitzel. roues, t'as des grands patins T'as glace. des patins de chaussures, hein, des trucs. J'ai jamais vu, mais j'ai juste vu les photos. Ça, je pense que ce serait pas mal. Essayer. Je suis curieux de voir la vidéo. Et un autre truc que je me demandais, en préparant l'interview, je me suis dit, ça serait quand même sympa. Antoine, avec un peu son image de bûcheron sportif de l'extrême, est-ce que tu as des hobbies inavouables? Et je m'étais dit, est-ce que peut-être t'adores tricoter, Non. cuisiner c'est quoi ton petit... quand t'es pas dehors, dans la outdoor, la glisse, c'est quoi ton petit hobby J'en ai pas parce que je suis trop pris avec ce que je fais en fait. Donc le dernier hobby que j'ai eu, c'est tous les foils qu'on a développés ou les choses comme ça, où tu es tout le temps en train de... Parce que du foil, j'en fais depuis les années avant 2000, tu vois, t'imagines? Donc j'ai toujours amené des foils de Maui parce que c'était Rush Randall et Kevin Ozzie qui ont adapté, c'était les premiers, hein, qui ont adapté un foil de air chair. Tu sais ce que c'est le air chair là? Non. C'est du ski nautique, enfin tu es tiré derrière un bateau, tu es assis sur un petit tabouret avec un ski dessous, tu as les pieds sanglés et dessous tu as un foil. Et tu regardes sur internet, les mecs ils font des loupes, ils montent à 5 mètres de haut. Et en fait ils ont adapté ce foil sur une planche, d'abord sur un surf. Donc, tiens, regarde, il y en a une là. Tu vois? Ça date de les années avant 2000. Avec des fixations de snowboard. Et tu mettais les boots de snowboard là-dedans. Ah ouais. Tu Donc vois? là, Antoine, on est dans son atelier, il est en train de me montrer une board qui, effectivement, c'est une espèce d'un petit snowboard. Enfin, tu as des fixes de snowboard. Ouais, c'est une petite planche de surf, mais avec des fixes de snowboard. D'accord. Et donc, il y avait un foil en Et dessous. avec ça, je fais des loopings hein, derrière le bateau ou un jet ski. Avec un foil en dessous? Bien sûr. Ben ouais. Ça, je fais des loopings depuis, je sais pas, on est en 2020, depuis 2005 peut-être. Ah, c'est vraiment... De toute façon, Ça fait 15 ans, quoi. le foil, c'est un vieux truc et qui a explosé. Qui a explosé après la course. course de l'Américain, en fait. Ah, Tout le ouais. monde a voulu faire du foil. On va arriver à la fin de ce podcast, Antoine. Qui t'aimerais écouter sur Mordu? Un prochain athlète, une prochaine athlète que tu aimerais entendre ici? Il y en a pas mal que j'aime bien. Usain Bolt, mais bon, il faudra que tu le fasses en anglais, je pense. Ouais. Mais sinon Federer. Federer, Ouais. je pense que c'est un sportif super professionnel et je pense qui a vraiment la tête posée sur les épaules et qui doit être super intéressant à parler avec. Bah écoute, je sais pas s'il fait de la glisse ou de l'outdoor, mais s'il veut bien venir, Ouais. c'est pas grave. Oui, voilà. Bon, il joue au tennis en outdoor. Hein. Ouais, Donc, c'est c'est déjà ça. bien. Et puis il glisse des fois hein, quand même. Ouais, t'as raison. On relance un peu de la glisse. Bah écoute, tu me fileras son contact, tu m'as dit que t'avais son numéro, je vais l'appeler de ta part. Antoine, un grand merci pour ton temps. Ouais, pas de problème. Ça a été un grand plaisir pour moi de passer ce temps-là avec toi. Donc, N'oubliez pas, venez me voir là sur la plage de Laquard, sur l'île de Ré. Ah grave. On fera un peu de planche ensemble. C'est ce que tu me disais. Ouais. On peut prendre des cours avec toi. Ouais, bien sûr. Bon, eh ben, Allez. écoute, génial. Ouais, moi, je viendrai en tout cas. Salut, merci beaucoup. Salut. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi avec Antoine. Je vous avais prévenu, ce mec est super cool et une véritable bible des sports de glisse. Un grand merci à Arnaud, auditeur du podcast, qui a permis cette rencontre. Si vous avez autant aimé que nous ce moment, foncez écouter les épisodes précédents avec Antoine Martin ou Olivia Piana. Vous allez adorer. Dans le prochain épisode de Mordu, nous partirons à la rencontre de Damien Castera, le surfeur membre de la Société des explorateurs français, aux côtés de Gérard Daboville, Isabelle Autissier ou Thomas Pesquet. Damien nous parlera de ses expéditions hors du commun, mais aussi des causes qu'il défend. J'ai déjà hâte de partager avec vous cet épisode.
En attendant, parlez du podcast autour de vous. Suivez-nous sur Instagram ou Facebook sur les comptes de Mordu le podcast et donnez 5 étoiles à Mordu sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. À très vite sur Mordu.